Et nous revoilà de retour, mesdames et messieurs, avec nos invités, Dr Mohamed Saad Eddine Ibrahim, président du comité de l'énergie Union des industries égyptiennes, et Monsieur Azzat Chaaben, rédacteur en chef à l'AMENA. أهلا بنرحب بحضراتكم. أهلا بيك يا فندم. في البداية نحب نتكلم Nous évoquer le remaniement ministériel en cours et le changement. Donc, au début, nous voulons clarifier conformément à votre point de vue les raisons qui sont à l'origine de la démission du gouvernement. Quelles sont les prévisions à propos du nouveau gouvernement? En réalité, le gouvernement du Ibrahim Mahlab était bien et elle a accompli son rôle dans le cadre de son plan. Mais le président El-Sisi avait une vision plus rapide et en réalité, le gouvernement n'a pas pu réaliser toutes les aspirations du président. Deuxièmement, récemment, on a découvert certains cas de corruption au sein du ministère de l'Agriculture, suivis par d'autres événements. De même, il y avait d'autres ministres qui ont fait des déclarations qui n'ont pas été à la hauteur des objectifs et ils ont eu des répercussions négatives. Et par suite, on devait changer et remanier le gouvernement qui devait être remplacé par un nouveau gouvernement. Concernant le fait qu'il nous reste 2 mois pour le gouvernement ou le cabinet, pas de problème parce qu'il y a un gouvernement ministériel avant le Parlement et s'il y aura le Parlement, alors le Parlement peut faire le remaniement ou pas. Donc il n'y a plus de problème concernant la durée du remaniement ministériel. Et le deuxième problème est représenté par la désignation des ministres. Il a chargé le ministre du pétrole, Dr Sherif Ismaël, et je connais très bien ce ministre parce que je travaille dans le domaine pétrolier et je noue des bonnes relations avec lui. Il a des bonnes mœurs, il est expérimenté dans ce domaine et il gère le ministère avec réussite parce qu'il a exécuté tout ce qui devait être accompli depuis longtemps, à savoir les explorations qui ont eu lieu et leurs impacts étaient positifs en faveur de l'État. Donc il a bien accompli son rôle. Et quand le président El-Sisi lui a chargé de faire le nouveau gouvernement, on lui souhaite bonne réussite et bonne désignation des ministres de haute qualité qui seront aptes d'exécuter leur mission. S'ils ne sont pas expérimentés, alors ils ne vont pas réussir et par suite le Premier ministre ne va plus réussir à désigner les ministres aptes à aller de pair avec les nouveaux changements. Et si Dieu le veut, Inch'Allah, je souhaite que le ministre suit le bon chemin et j'ai un commentaire à faire concernant la désignation du nouveau cabinet pour l'avenir. Donc, concernant l'accès au poste vacant n'est pas à la hauteur de nos aspirations. Nous devons déclarer une description des missions au chef de la société, au chef des entreprises et on doit demander à la société que s'ils voient des personnes compétentes, ils doivent se présenter. Vous savez, il y aura un bon nombre de candidatures à ces postes et on doit désigner 10 ou 20 candidats. Et de cette façon, nous aurons une base des données ou une banque des données. Comme maintenant, il y aura un remaniement ministériel et le ministre le Premier ministre va choisir les nouveaux ministres. Mais auparavant, on disait on va faire un gouvernement en se basant sur les personnes déjà connues. Et de cette façon, il y a certains points négatifs. Par exemple, je peux désigner une personne incompétente en se basant sur la confiance et sur la bonne connaissance. Je ne veux plus ce système. On a besoin des compétents et on doit avoir une banque des données incluant toutes les personnes compétentes au
au nouveau cabinet. Et de cette façon, il y aura un bon choix des ministres. Sans doute, ce que vous avez déjà mentionné est très bon et de cette façon, nous aurons une base des données. Mais en réalité, au monde entier, il y a une désignation comme c'est ce que se passe dans notre pays. Non, excusez-moi. Dans les autres pays du monde, il y a une base des données complète et on choisit les ministres à travers ces bases de données. Mais quand je choisis et désigne des personnes avec lesquelles j'ai des bonnes relations, c'est juste, mais je dois désigner des personnes compétentes. Mais on n'ouvre pas la porte à la candidature des ministres. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a des comités qui sont chargés de désigner parmi la société le groupe d'élite qui sont connus dans la société parce que dans les autres pays, on choisit les personnes compétentes pour occuper des postes. Donc, s'il y a un ministère ou s'il y a un parlement ou dans n'importe quelle institution, n'importe quel département relevant du gouvernement, on désigne des personnes compétentes en se basant sur des règles précises. On ne fait pas d'une manière aléatoire comme ce qui se passe dans notre pays parce que, par exemple, dans notre pays, on suit le système de l'ancienneté et on choisit des personnes incompétentes. Donc, si nous sommes dotés du nouveau système, de cette façon, on va désigner les personnes compétentes. Monsieur Izzat Chaaban, nous voulons entendre votre avis, votre commentaire. En réalité, au début, nous présentons nos salutations au Premier ministre Démi Ibrahim Mahleb pour tous ses efforts déployés au cours de la période passée. En tant que personnalité, en tant que Premier ministre, il a bien accompli son mission. Il a fait des efforts, il a déployé des efforts louables dans la rue égyptienne. Pour cette raison, il jouit d'une popularité égyptienne. C'est vrai qu'il y avait des actions sur place, mais il y avait certains points négatifs représentés par la non-clarté des politiques publiques adoptées par le gouvernement. En plus, le service assistant le Premier ministre n'était plus à la hauteur de les actions menées par le Premier ministre. Donc, le service n'a pas réalisé des actions tangibles comme le Premier ministre les a fait. Il y avait des problèmes comme par exemple le problème du ministère de l'Agriculture. Il y avait d'autres certaines situations qui affectent la société comme l'étudiante au baccalauréat qui a pris 0 aux examens. En plus, c'est des problèmes dont souffre le citoyen égyptien et le gouvernement pouvait accomplir des réalisations spécialement dans le domaine de la propreté, dans le domaine du trafic. Ce sont des problèmes très simples qui devaient être réglés par le gouvernement et ressentis par le peuple égyptien d'une manière rapide. Le président Abdel Fattah el-Sisi, en réalité, a essayé autant que possible de relancer le pays au cours de la période. Pour cette raison, il a mené ce remaniement ministériel pour préciser les politiques simples, satisfaisant les aspirations du citoyen égyptien et qui va être adopté à long terme, commençant par la politique adoptée par le Premier ministre Ibrahim Mahleb et qui sera tracée par le leadership politique au sein du pays. En réalité, la désignation de l'ingénieur Sherif Ismail était une bonne choix et on ne sait pas jusqu'à maintenant sa performance au sein du cabinet. Mais c'est un homme connu par sa compétence dans ce secteur et nous souhaitons qu'au cours de la prochaine période, le Premier ministre sera apte à adopter les actions et adopter
les actions menées par le président Abdel Fattah el-Sisi, incluant certains domaines que je vais les résumer en quelques domaines. Premièrement, l'accomplissement des réalisations tangibles dans la rue égyptienne qui sera ressenti par le citoyen égyptien à court terme. Deuxièmement, aller de l'avant dans des politiques à long terme basées sur des fondements tracés par le cabinet du Brahim Mahla. Troisièmement, relancer l'économie au cours de la prochaine période en se basant sur les réussites déjà accomplies lors du sommet économique. Quatrièmement, à savoir faire passer l'Égypte vers la troisième échéance de la feuille de route représentée par la tenue des élections parlementaires suivies par, comme nous savons tous, à travers le Parlement, on va octroyer la confiance à ce gouvernement. Et si le gouvernement accomplit des réalisations, ils peuvent poursuivre son chemin. Mais si le Parlement trouve que ce gouvernement n'a pas réalisé des progrès, de même, on peut le faire, on peut le changer. Donc, Monsieur Aizet, comment vous voyez que ce gouvernement va réaliser des progrès, spécialement que vous avez évoqué des questions très importantes dans la relance de l'économie étatique en 2 mois? Quels que soient les efforts déployés par les ministres, ils seront en train d'examiner les dossiers. Comment ils peuvent relever ces défis en 2 mois seulement? Je voudrais vous dire que la réussite des ministres n'est pas mesurée par leur présence ou par leur durée, mais par les réalisations accomplies. Je peux vous dire que les noms qui seront désignés au nouveau cabinet ne sont pas loin de la réalité égyptienne, n'est pas loin de tout ce qui est ressenti par le citoyen égyptien dans la rue. Sans doute, les ministres, quelle que soit leur personnalité, seront très proches des aspirations, des ambitions et des souffrances et des douleurs du citoyen égyptien ordinaire. De même, en réalité, le nouveau cabinet présidé par l'ingénieur Dr Cherif Ismail n'est plus obligé de mettre en place des politiques à long terme, mais il doit faire 2 points essentiels dans le cadre des politiques déjà évoquées. Premièrement, la réalisation, l'accomplissement de certaines réalisations tangibles en faveur du citoyen, c'est à court terme. Et comme à long terme, comme on dit, ce gouvernement doit mettre en place les projets déjà élaborés à travers l'ancien gouvernement et selon la vision du leadership politique, et non pas la création de nouveaux projets ni la destruction des projets élaborés au cours de la période passée. Donc, Dr Mohamed, vous avez déjà évoqué le groupe économique. Et ce groupe économique ne peut, on ne peut pas ressentir l'output de ce groupe dans des conditions insécuritaires. Donc, ce groupe doit accomplir un rôle pour relever les défis. Normalement et naturellement, dans n'importe quel travail, on affronte des défis et des problèmes. Mais on doit mesurer la capacité du groupe à régler les problèmes et à relever les défis. Ce groupe doit essayer à réussir et à atteindre ses objectifs par les solutions les plus simples. Celui qui va occuper un poste doit adopter des décisions. Il devient un décideur. Et s'il réussit à adopter de telles décisions et s'il exécute ces décisions correctement, cela signifie qu'il est apte à gérer les affaires. Donc le directeur compétent est
toujours réussir dans n'importe quel poste, quels que soient les défis à relever, parce que la compétence peut vaincre tout l'impossible. Et si il est incompétent, même si vous le mettez dans un climat propice, il ne va plus réussir. Donc, on compte sur la compétence des personnalités. Donc, nous avons le président El-Sisi, et comme vous savez, il a affronté des conditions très difficiles, mais il était apte à adopter des décisions décisives et il a pu gagner la confiance du peuple parce qu'il jouit du leadership. Tout leader signifie la capacité à prendre la décision adéquate au moment adéquat et à l'exécuter tout en ayant des impacts positifs. Mais le président El-Sisi a compté sur ses assistants dans la prise des décisions. Non, excusez-moi, il y avait d'autres présidents qui étaient assistés par des adjoints. Mais c'est ce que je voudrais dire ici, que le président El-Sisi a précisé certains points et quand il ne l'a pas réalisé de la part de ses assistants, il a démis le gouvernement. Donc je ne parle pas de ce côté. Donc excusez-moi, je parle des qualifications du leader réussi ou de personnes responsables et compétentes. J'ai donné l'exemple du président El-Sisi compétente qui a passé par les mêmes situations difficile du président Morsi, mais il a pu adopter un système et il a pu mener notre révolution. Ce sont des décisions. C'est ce que je voudrais dire. S'il y avait une autre personne, il serait incapable de le faire parce que c'était des conditions très difficiles, mais il était un leader compétent. Si au sein de chaque ministère, il y a un leader assisté par d'autres adjoints, dans chaque département. De cette façon, l'action va réussir. Donc, ce que nous devons faire, c'est la désignation des personnes compétentes. Parce que ce qui s'est passé, le gouvernement du Mahleb était bien, mais il y avait des ministres incompétents. Et par suite, leur département était incapable d'accomplir leurs travaux. Donc, s'il y a un bon leader du nouveau cabinet, alors il sera apte à adopter les décisions adéquates et à changer le ministre incompétent par un autre compétent. Donc, s'il voit, comme le président El-Sisi a déjà fait, il a créé le département de contrôle et il lui a chargé de changer tous les responsables incompétents. Donc, le ministre veut réaliser sa mission et s'il va trouver que ses assistants sont incompétents, alors ils vont le changer. Mais si on va le faire de cette façon, on va changer tous les responsables de tous les ministères. Donc notre peuple est bien, mais nous n'en avons pas bien choisi le système. Donc nous voulons juger le fonctionnaire. Nous devons demander au fonctionnaire qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a réalisé. On doit le récompenser. Alors je ne dois pas lui dire seulement je vais te punir. C'est un faux système. Ce système négatif a rendu tous les gens bureaucratiques. Mais si j'applique le système inverse, le système de motivation, combien tu as réalisé, quelles sont tes réalisations? Donc, tu es compétent, tu seras promu et on va augmenter ton salaire en contrepartie de ton travail. Si tu n'as rien réalisé, on va diminuer ton salaire. De cette façon, il aura la motivation pour améliorer son travail. Donc, le fonctionnaire ne veut pas être puni. Il ne travaille plus et à la fin, il touche son salaire. C'est vrai, M. Aizat? Oui, nous voulons changer cette culture. Si cette culture va changer, je suis sûre que le nouveau cabinet et tout responsable dans n'importe quel endroit va réussir. Pourquoi il y a une personne qui fait réussir la société et une autre pourquoi? Parce qu'il est apte à changer le système et à surmonter les difficultés. Donc, on doit changer les législations qui assistent l'administration
à écarter les personnes incompétentes et à motiver les responsables compétents. Si on va adopter ce système, sans doute il y aura une bonne gestion. Donc l'Égypte est un bon État qui manque d'un système réussi de gestion. Je vais vous donner un petit exemple. C'était en 1985. Il y avait une banque appelée Bank of America à la rue de Kasr el-Aini. Il y avait un fonctionnaire égyptien, l'endroit égyptien, les clients égyptiens. Mais quand vous entrez dans cette banque, il y a un système à suivre et en 5 minutes, le fonctionnaire accomplit son travail avec discipline parce que le système et l'administration étrangère. Dans la banque Misr, il n'y a plus de système et on perd toute la journée pour verser l'argent. Donc, quand vous voyez une différence entre les deux banques, donc la bonne gestion dans n'importe quel endroit, dans n'importe quel système est réussi. Mais cette gestion doit être accompagnée du développement professionnel des fonctionnaires. Je partage l'avis de mon collègue, M. Mohamed, le leader réussi et mesuré par sa compétence à relever les défis dans le domaine de son travail et sa capacité à régler ces défis ou à régler ces difficultés ou à œuvrer dans le but de dépasser ces défis, dans le but de parvenir à une situation meilleure ou de démanteler ces difficultés d'une manière simple. En se basant sur cette réalité, le leader réussit au contraire apparaît quand il y a des défis à relever devant lui qui apparaissent leur capacité et son innovation. Je voudrais vous dire maintenant que le nouveau gouvernement qui va travailler avec les mêmes fonctionnaires, avec les mêmes qualifications, avec le manque de système administratif. Et ce système n'est plus élaboré en un seul jour. Ce système a besoin d'une longue durée. Quelles sont vos prévisions à l'égard de ce nouveau gouvernement? En réalité, en Égypte, il y a un point négatif, à savoir dans chaque département ou dans n'importe quelle entreprise en Égypte, dans tous les secteurs étatiques, même dans les secteurs où nous travaillons tous, il n'y a plus de règles à suivre et adoptées par tous les fonctionnaires. En réalité, on a besoin de jeter les bases de l'État moderne, autrement dit que chaque secteur étatique, chaque institution étatique doit être dotée des règles à suivre, des moyens de discipline dans le domaine du travail. On a besoin des critères, des standards de travail, comment tu peux prendre une pause, le travail, les horaires du travail. On doit avoir des règles dans les différents endroits du travail. En réalité, le gouvernement souffre des mêmes problèmes, mais quand il s'agit d'un premier ministre ou d'un ministre ayant une forte personnalité et apte à gérer l'action et le système du travail, d'une manière générale, il sera apte à imposer sa politique menant à la fin à la réalisation de l'objectif pour lequel il a occupé ce poste. Pour cette raison, les nouveaux ministres, en réalité, auront des défis majeurs à relever, spécialement dans le domaine des ministères de services, parce qu'ils doivent accomplir des réalisations rapides pour le citoyen égyptien demain et non pas après-demain. Et deuxièmement, concernant les services, il y a le groupe économique. Donc, on parle des groupes de services. Comme quoi? Comme l'enseignement, la santé, le développement local, tout ce qui est lié
aux citoyens égyptiens et l'accomplissement des services comme l'approvisionnement. Donc, concernant l'enseignement, est-ce qu'on peut ressentir à l'avance les procédures, les impacts de l'enseignement conformément aux changements menés par le ministre au moins après 2 ans? Donc, nous avons tant attendu à propos de l'enseignement. Donc, l'enseignement, spécialement en Égypte, manque du temps. Les recherches scientifiques ont besoin du temps nécessaire. Donc, je partage votre avis, mais laissez-moi vous dire que ce que je voudrais dire après 2 ans et les bases fondamentales. Alors, s'il y a des bases correctes, je vais porter les fruits. Je ne vais pas laisser les choses aléatoires. Deuxièmement, vous pouvez réaliser la discipline dans votre secteur comme le secteur de l'enseignement. Vous pouvez mener des procédures très strictes et très décisives dans le but d'adopter la discipline dans les écoles, dans les règles à suivre par les professeurs. Ce sont des petits points, mais qui vous donnent l'impression générale à l'égard de la discipline nécessaire au cours des 2 ans passés. De même, on doit jeter les bases et on doit mettre en place les principes nécessaires des législations qui doivent être amendées pour aller de pair avec les mutations. Comme j'ai déjà dit, il y a des politiques à long terme et on doit être patient. Il y a des politiques lointaines et chaque ministre doit adopter de telles politiques. Et je crois que les responsables en Égypte, chacun dans son secteur, peut réaliser des réalisations à long terme et à court terme. Concernant le dossier de l'enseignement, que le ministre réalise la discipline des professeurs, je vais compléter ce point. Vous savez très bien qu'il y a un manque des professeurs. Si on ne compte pas sur ces professeurs existants, nous serons incapables de couvrir le manque des professeurs dans les écoles, parce que les professeurs sont nommés non pas à travers le ministère de l'Enseignement, mais à travers le ministère du Financement. Donc, je vais répondre à cette question. On ne va plus entrer en détail concernant la mission accomplie par le ministre. Ce ne sont pas des détails de travail, mais je voudrais vous faire passer à une autre phase. Comment nous pouvons mesurer la compétence des ministres? Je vais vous donner des exemples. Un exemple vif. Par exemple, le ministre Khalid Hanafi, le ministre de l'approvisionnement. Depuis 7 ans, j'ai discuté avec les ministres qui étaient auparavant comme Messel, etc., comment nous pouvons adopter le système de la subvention. Ils étaient incapables de le faire, mais ce ministre a pu réaliser ce système. Que cela signifie? Cela signifie qu'il y a une différence entre un ministre et un autre, une gestion et une autre. C'est le même ministère. Deuxièmement, l'ingénieur Sherif Ismail se trouve au ministère du pétrole. Notre problème de l'énergie réside dans le manque de l'exploration, de la conclusion des contrats. Donc, on a besoin de quoi? On a besoin des décisions du leader du ministère dans le but d'amender et d'octroyer des contrats aux sociétés colossales. Donc, l'ingénieur Sherif Ismail a conclu 56 contrats et accords. Cela signifie que le ministre réussi aura des impacts positifs sur le citoyen. Il est apte à accomplir ce travail au sein de son ministère. Et si chaque ministre a réussi au sein de son ministère, le ministre de l'enseignement, pour réussir, doit adopter des procédures très rapides. Il voit que le professeur est privé de ses droits. Donc, il va adopter un système, par exemple.
il doit... donc, comme vous savez, l'enseignement est gratuit. Donc, aux dépens du gouvernement, est gratuit. Donc, c'est un faux système. Si l'enseignement est gratuit jusqu'à le cycle primaire seulement, et si l'enseignement, donc l'étudiant excellent va être doté d'un enseignement gratuit, sinon, alors il va être l'étudiant échoué, va assumer les frais de l'école. Donc, ce n'est pas le ministre qui peut faire cela. Donc, le gouvernement doit faire tout cela. Demain, il peut changer tout le système. Donc, on doit adopter un système correct. On doit cesser d'adopter et de suivre cette politique incorrecte. C'est vrai qu'on dit que l'enseignement est gratuit, mais en faveur de l'étudiant réussi et excellent. Mais dans notre constitution, Dr Mohamed, il n'y a plus de tel système. Donc, si, alors je peux fournir l'enseignement gratuit à l'étudiant excellent. Et donc, nous avons un faux système. Pourquoi on continue à adopter de tels systèmes? Donc, je peux cesser les leçons particulières données par les professeurs. Et c'était la vision du ministre Moheb Rafi qui voulait remplacer les leçons particulières par des groupes à l'école. Donc, ce n'est pas juste que le professeur n'enseigne plus en touchant un salaire. Donc, l'étudiant paye très cher les leçons particulières. Donc, je dois changer le système et adopter un système légal. Pourquoi je continue à suivre de tels systèmes incorrects? Je peux le changer sans amender la Constitution. Donc, concernant ce point, si ce point est stipulé par la Constitution, le ministre n'a pas le droit de l'amender que si le Parlement change cet article constitutionnel. S'il y a un Parlement, il va changer cet article. Sinon, le président de l'État peut mener des amendements constitutionnels. On n'a pas dit qu'on va annuler le gratuitement de l'enseignement. Donc, mais comment nous pouvons appliquer l'enseignement gratuit? Est-ce que je peux comparer un universitaire qui a échoué 7 ans à l'université à un autre étudiant, à un autre universitaire excellent? Je n'ai pas dit que je vais annuler l'enseignement gratuit, mais j'ai dit que je vais octroyer l'enseignement gratuit aux étudiants excellents et laborieux. Donc, toutes les personnes vont être diplômées de l'université. Alors, qui va travailler? Alors, nous devons changer la culture des gens. On doit renforcer l'enseignement technique. Donc, je ne dois pas évaluer l'université ou évaluer le cycle primaire ou le cycle préparatoire. C'est le travail qui doit primer. En réalité, Dr Mohamed a déjà évoqué un système complet, un plan stratégique adopté par l'État où tout le monde compare. Donc, les ministères ne doivent plus travailler séparément des autres ministères. Et en réalité, nous avons remarqué au cours de l'ancien gouvernement qu'il y avait un manque d'intégrité entre les différents gouvernement ou entre les différents ministères. Est-ce que c'est prévu d'avoir de nouveaux systèmes au sein du nouveau cabinet? Donc, le nouveau cabinet ne savent plus si elle va continuer ou pas. Donc, ce nouveau cabinet va nous faire traverser une phase transitoire jusqu'à que la situation devienne plus claire. Donc, ce qui a été mentionné par Mohamed B, donc, ce sont des politiques générales par l'État. Donc, un groupe de ministres ne seront incapables d'accomplir de telles missions.
gouvernement. Donc, c'est ce que nous voulons faire à travers le nouveau cabinet, c'est de nous faire passer à une phase ou à l'an 2016 avec tout paix, avec la réalisation des aspirations très simples. De même, on espère que ce nouveau cabinet nous fait passer par la nouvelle phase du nouveau Parlement. Mais concernant la mise en place des grandes politiques, je crois que cette politique est mise en place par le leadership politique. Il y avait un programme ambitieux lancé par le président Abdel Fattah el-Sisi lors de son programme électoral et je crois que les nouveaux cabinets doivent accomplir ce programme conformément à la vision politique de l'État au cours de cette période. En réalité, le nouveau cabinet doit faire beaucoup, mais nous voulons dire qu'on ne doit pas rendre ce cabinet responsable de plusieurs fardeaux en comparaison avec ses potentialités parce que la durée est très limitée et les potentialités sont très limitées et il y a une insuffisance du temps. Donc, toutes ces conditions réunies nous incitent à dire que ce nouveau cabinet doit accomplir son travail dans le cadre des potentialités disponibles pour atteindre des réalisations ressenties par le citoyen en se basant sur les politiques de l'ancien gouvernement, etc., jusqu'à ce que l'image devienne plus claire. Ensuite, nous pouvons évoquer des nouveaux thèmes et peut-être ce cabinet peut mettre en place des nouvelles politiques. Peut-être ce cabinet va avoir créé un nouveau projet national. Peut-être ce cabinet sera capable de mettre en place des projets colossaux dans le cadre du programme Abdel Fattah el-Sisi qui va être lancé au cours des prochains jours. Peut-être ce cabinet peut réaliser le projet de canal de Suez. Donc, c'est mon aspiration à l'égard du nouveau cabinet et en même temps, ça ne sera plus... on a besoin d'une bonne émission accomplie par le cabinet. J'ai un commentaire à faire. Et donc, je ne veux pas dire un gouvernement transitoire ou temporaire. Donc, un cabinet compétent, même si elle veut travailler pour un seul jour, il doit déployer des efforts louables. De Suez a été adopté au cours d'un an. Donc, on a exécuté ce projet par le département des forces armées. On ne dit pas que nous sommes dans un cas de guerre. Donc, tu vas accomplir une mission et tu dois déployer des efforts louables et tu dois réaliser l'objectif requis. Tu dois être réussi. Il est inacceptable de dire que c'est un gouvernement transitoire et de cette façon, on va dire que chaque période est une période difficile. Donc, celui qui va tenir la responsabilité doit prendre en considération l'importance de son travail, même si c'est un travail d'un seul jour. Et le responsable suivant doit compléter ce qui a été élaboré par le responsable précédent. Donc on a besoin d'atteindre et de préciser les objectifs et de jeter les règles de ces objectifs. Et ces objectifs doivent être accomplis et complétés par les responsables. Si ce responsable est incompétent, il ne doit pas accepter d'occuper de tels postes. Il est inacceptable de dire que c'est un poste temporaire, non. Parce que si ce responsable va accomplir une réalisation, on va ressentir la crédibilité de ce responsable. Et le gouvernement va l'assister par la suite parce qu'il a pu réaliser des objectifs. Mais s'il ne va rien faire, il ne va plus être assisté. On a besoin d'un travail comme si tu vis pour toujours et tu vas faire pour le jour 2
la résurrection. Donc, vous devez mettre en considération ta pensée. Donc, on doit suivre l'exemple des personnes expérimentées dans ce domaine. Donc, on va plus commencer du point de départ. Qu'est-ce que le président Abdel Fattah el-Sisi, lors de ses visites, lors de sa visite à Singapour, accompagné par le général Ehab Maniche, était pour le rapport de Singapour. C'était le même cas pour plusieurs dossiers, pour le moyen de transport, pour l'habitation, etc. Donc nous pouvons transmettre l'expérience du Singapour. Donc le Golfe était un désert et il y avait des Bédouins et nous étions civilisés. Et c'était depuis 60 ans. Qu'est-ce qui s'est passé récemment? Les pays du Golfe ont apporté les personnes expérimentées dans les différents domaines. Maintenant, quand vous voyez la différence entre nous, les pays du Golfe, on continue à dire nous sommes le pays de la philosophie, de la culture, mais ici on mesure la réussite. La réussite n'a rien à voir avec le nombre de la population. La Chine, quand vous savez, compte des millions d'habitants, mais la Chine a changé son système et a motivé les fonctionnaires. Mais ici, le système gagnant-gagnant. Mais en Égypte, le fonctionnaire n'offre pas et ne travaille plus. Donc, qu'est-ce que Dr Cherif Ismail a déjà fait? Au début, le fonctionnaire touchait 13%, mais il a dit maintenant 40% de couverture et 35 et 65. Les gens ont été motivés. Il y avait une récompense pour les fonctionnaires. 40% pour couvrir les coûts des dépenses. Et le reste, les 60% sont partagés. 35 pour lui et 65 pour nous. Au début, il disait 25% pour les coûts et 13% 87. Donc, ce n'était illogique. Donc, il va dire, je ne vais plus perdre. Il a changé le système. C'est ainsi. Qu'est-ce qu'Israël a déjà fait? Israël a apporté des entreprises du gaz. Donc, nous voulons adopter le système gagnant-gagnant. Mais le fonctionnaire qui ne comprend pas, il comprend qu'il ne travaille plus, qu'il touche le salaire sans rien faire. Donc, nous voulons changer la culture. La dernière question pour vous, avant de terminer notre interview, parce que le temps est insuffisant. Est-ce qu'il y a des noms qui ont été déclarés, qui vont être nommés dans le nouveau cabinet et quand ils vont prêter serment? On a beaucoup lu, on a beaucoup entendu à travers, mais en réalité, je suivais de près les mesures, mais je voudrais vous dire que l'ingénieur Cherif Ismail se trouve loin des journalistes et des mass médias. Et au cours de cette phase, et au cours des 2 jours passés, il a examiné les profils des candidats au nouveau cabinet. Il a envoyé ces profils aux services de contrôle. Il examine ces dossiers et ces profils avec un groupe du secrétariat du conseil ministériel. Il n'y a plus de contact avec l'ingénieur Cherif Ismail ou avec l'équipe de son travail. Et je crois que cours de demain ou après-demain, il aura une image définitive des noms et des candidats, et à ce moment-là, il sera capable de mener des interviews et de rencontrer ces personnes au sein du siège ministériel en prévision de soumettre ces noms ou soumettre l'image définitive du cabinet au président Abdel Fattah el-Sisi. Peut-être ça sera le jeudi, le samedi, ou peut-être le gouvernement va prêter le serment constitutionnel devant le président Abdel Fattah el-Sisi le samedi ou le dimanche prochain. Mais laissez-moi vous dire très franchement que tous les noms proposés et tous les noms désignés, toutes les questions de la fusion sont des prédictions et des scénarios prévus.
Je vous remercie infiniment. Je remercie Dr Mohamed Saad-Eddine Ibrahim. Je remercie M. Aizat Chaban. Je vous remercie aussi de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain à la même heure avec une nouvelle édition de Direct et un nouveau code.